Bonjour les amis du DSCG et du DEC. J'ai donc le plaisir ce matin, avec la présence de certains, dont Richard, qui a bien voulu jouer le rôle d'intermédiaire, de vous présenter le référentiel UV7 qui correspond aux mémoires. Ce référentiel UV7, il a beaucoup de points communs avec le référentiel DEC mémoire. En effet, qu'on appelle en DSCG mémoire professionnelle et on appelle tout court mémoire pour le DEC. Je vous rappelle que vous avez 3 modules à bien maîtriser. Le module C1, compétences de niveau 1, c'est le DCG pour le DCG. Compétences pour le DEC, c'est niveau DSCG. C2, c'est déjà un DSCG pour le DEC plus compétent encore, donc avec certaines années d'expérience. Et le C3, c'est l'expert comptable mémorialiste. Pour le C2 du DSCG, c'est quelqu'un qui a déjà quelques années de pratique, mais qui veut obtenir en C3 le DSCG. Je vous rappelle que j'ai mis en place pour le référentiel des 2 examens UV du DEC et UV du DSCG la même procédure. C'est-à-dire qu'en dehors du remplissage des colonnes qu'on va voir maintenant, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a trois documents complémentaires qui seront joints à ce référentiel. Il y a d'abord le document 1 que nous avons déjà élaboré pour certaines UV avec nos amis de DSCG. Et cet UV, c'est les UV 1 et 4 pour le DSCG et nous avons passé en revue pour le DEC déjà à travers des vidéos l'ensemble des 3 UV. Mais j'aimerais rappeler qu'il y a donc 3 documents qui vont être joints dans une liste dont la première liste, ça s'appelle annexe, qui va apporter un certain nombre de précisions en lien avec vos activités professionnelles. Le deuxième document important à joindre à l'ensemble de ce référentiel, c'est les attestations. Et le troisième document qui peut être envisagé, mais qui ne sera pas peut-être utilisé par tous, c'est les webinaires et vidéos. Je vous ai envoyé hier le travail remarquable d'un candidat des SCG, Sébastien, qui m'a proposé de travailler avec lui depuis plusieurs semaines et il a fait déjà le référentiel UV1. Je ne veux pas, bien sûr, que vous sachiez que c'est simplement un modèle et que le modèle tenu par Sébastien a toutes les caractéristiques qui me plaisent dans l'hypothèse où on peut quand même réduire le volume du livret 2 à ces conditions d'acceptabilité, car le problème du livret 2, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire que vos annexes, attestations, sont un tableau complémentaire que vous mettez à côté de vos tableaux Excel qui sont là dans les référentiels DEC ou DSCG, mais ces tableaux complémentaires, il y a des annexes, nous n'oublions pas, qui ont un numéro chacune de ces annexes, mais il y a des annexes dont le numéro sera rapporté à travers plusieurs UV, aussi bien pour le DEC que pour le DSCG. Ce n'est pas faire des annexes uniquement pour une UV, il y a des annexes qui ont déjà été réalisées pour les UV précédentes en ce qui concerne le DSCG, dont l'intitulé, dont le remplissage des UV sera repris pour d'autres réponses, pour d'autres UV. Donc, je ne veux pas que vous ayez un répertoire annexe par UV,
c'est complètement ridicule. Vous avez un répertoire annexe avec des numéros qui seront importants à rappeler dans le schéma que nous avons sous les yeux, C1, C2, C3. Voilà, donc on se contentera dans les schémas référentiels Excel de mettre le numéro de l'annexe à laquelle on veut se référencer, ou le numéro de l'attestation, ou le numéro du webinaire qui aura été utilisé. Je vous rappelle que dans les colonnes, vous pouvez avoir plusieurs annexes et vous pouvez avoir plusieurs attestations, voire plusieurs webinaires. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à côté du tableau Excel, vous allez avoir 3 documents possibles complémentaires, annexes, attestations et webinaire vidéo. Je vais lire avec vous un premier pas de travail pour l'UV7. C'est la recherche d'informations, qui est le premier module, qui démontre que le candidat DSCG et surtout DEC a éventuellement une certaine expérience documentaire, qu'il ait mis à jour ses connaissances régulièrement, et nous allons regarder ce qu'on nous demande. Et beaucoup de choses seront reprises avec chacun des candidats DEC et VAE pour bien montrer l'intérêt d'eux. Dans la première rubrique, on dit présenter les moyens d'acquisition de l'information en prenant en compte la nature des informations recherchées et le contexte dans lequel s'inscrit la recherche. Pour moi, c'est la recherche d'informations. Alors, on dit connaître les caractéristiques des sources d'information et de leur mode d'accès. Nous avons, avec les DSCG, si vous reprenez mes vidéos, nous avons déjà défini pour l'UV1 et l'UV4 un certain nombre d'annexes. L'annexe A, dans laquelle on a rappelé les différents documents que nous utilisons, c'est-à-dire l'annexe qui décrit la revue française de comptabilité, revue fiduciaire comptable, qui décrit actuel expert comptable, qui décrit compta online, qui décrit SIC, qui décrit également le magazine, je dirais, des commissaires aux comptes, qui décrit également les notes d'information de Bercy, qui décrit également les sites importants qui sont les 4 sites importants que nous avons dans notre recherche documentaire, aussi bien pour le DEC que pour nos amis du DSCG, c'est le site ANC, le site H3C, le site du Conseil national des experts comptables et le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Nous avons cette annexe qui est forcément liée à ces problèmes. Nous avons aussi à ajouter annexe numéro, je ne sais plus laquelle, à vous de savoir le numéro pour ceux qui suivent le DSCG, mais je vais vous dicter une autre annexe. Cette annexe, c'est vous notez ceci comme annexe numéro et annexe qui sera peut-être aussi reprise par nos amis du DEC-VAE. En effet, nous avons une annexe dans laquelle je dis ceci. C'est annexe X, numéro X. Je répète, donc, je lis régulièrement la bibliothèque. Je lis régulièrement la bibliothèque qui nous donne l'occasion de lire les mémoires qui ont eu une note supérieure ou égale à 14. Ces lectures sont un véritable enrichissement professionnel et qui élargit nos ressources et qui élargit nos ressources à travers des exemples concrets, qui élargit
nos ressources à travers des exemples concrets. Ça, c'est la rubrique du paragraphe C1 qui constitue le paragraphe 1 de notre DSCG référentiel UV7. Je continue l'UV7 du DSCG et j'arrive aux rubriques C2, où on me demande de pratiquer la recherche d'informations, documents et fichiers internes à l'organisation, la bibliothèque, les centres de documentation, les banques de données, les sites Internet. C'est tout ce que nous avons noté et je dirais que le travail, je vous laisse apprécier la fréquence qui peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ponctuelle. Là, je considère que pour moi, c'est quelque chose qui serait quotidien dans la mesure où mes recherches, mes alertes sont quotidiennes. On me demande de renvoyer à l'annexe. Bon, tout d'abord, je pense qu'il faut que vous renvoyiez à l'annexe 1 qui a été élaborée pour la recherche documentaire de toutes les UV du DEC ou du DSCG et vous ajoutez l'annexe X que je viens de dicter dans la colonne numéro 3 et que je vous demande de rapporter avec le numéro correspondant à votre propre classification d'annexe, de le mettre dans la colonne 6. Ensuite, on arrive au paragraphe C3, aussi bien pour les experts futurs ou pour les DSCG futurs. On me demande d'organiser la recherche d'informations, sources externes, à l'organisation des sources internes et externes avec les contraintes de pertinence, fiabilité, coût et délai pour que tout le monde soit bien informé. Alors là, je mettrai personnellement comme fréquence, à vous de choisir celle qui correspond à votre organisation, d'organiser cette recherche d'information. Moi, je mettrai fréquence, je mettrai hebdomadaire. Certains pourraient mettre ponctuel, mais le choix, c'est hebdomadaire et ponctuel. Renvoi en annexe, bon, c'est l'annexe 1 pour tous mes candidats DEC ou DSCG et l'annexe que j'ai citée pour cette rubrique 1, recherche d'information, C1. Je voudrais que vous compreniez les uns et les autres, mes amis de VAE, qu'il n'est pas indispensable, et même il n'est pas conseillé, de mettre dans votre livret 2 des documents qui ont un caractère de consultation publique, c'est-à-dire vous ne mettez pas la déontologie des experts comptables, vous ne mettez pas tous les documents déontologie du commissaire aux comptes, c'est pas ça qu'on demande. On demande que vous citiez dans une annexe ces documents, mais on ne vous demande pas d'alourdir votre livret 2 à travers des documents que tout membre du jury compétent et sérieux a, bien sûr, dans son cabinet ou dans son entreprise sans aucune difficulté. On ne met pas dans un livret 2 des documents qui ont la possibilité d'être consultés publiquement. On se contente, c'est ce que j'ai répondu à Mamou ces jours derniers, on se contente de les citer sans les reproduire. Réfléchissez un petit peu, le jury, il a besoin de connaître votre expérience professionnelle, les liens de cette expérience avec les règles générales, mais on ne photocopie pas. Donc, vous allez copier le Code général des impôts, vous allez copier le Code déontologie, on va arriver à 1000 pages. C'est d'un ridicule sans nom. Vous ne mettez comme pièces les pièces qui sont des pièces venant de vous, ça c'est l'idéal, ou des pièces qui ont un caractère très spécifique pour votre dossier personnel. Mais ne mettez pas des pièces en photocopie qui ont un caractère public. C'est des reproches qui ont été faits l'an dernier à certains de mes candidats qui s'étaient amusés à recopier le code de déontologie
et bien d'autres choses qui ne servaient strictement à rien. Donc là, vous renvoyez aux annexes que vous avez aussi bien DEC et DSCG, et vous ajoutez pour les amis DSCG, peut-être également on en reparlera pour les amis DEC, la même annexe où j'ai parlé de bibliothèque. Donc je l'ai appelée X pour le moment, mais elle aura un numéro qui dépendra de votre propre organisation. Alors, on a un autre point à étudier, toujours dans le paragraphe C1, c'est de connaître les critères de sélection d'une source documentaire. Ça, vous mettez comme précision tous les candidats DEC ou DSCG, vous mettez lexique documentaire et également bibliothèque numérique que vous organisez à travers des gros critères. Par exemple, vous avez le critère gestion, vous avez le critère comptabilité générale, vous avez le critère comptabilité particulière des sociétés, vous avez fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers, c'est-à-dire que vous avez une bibliothèque numérique qui est nourrie presque chaque jour, alors que votre lexique documentaire, il est nourri par rapport au référentiel des épreuves que vous passez. Tandis que la bibliothèque numérique, elle n'est pas prisonnière des épreuves, elle est ouverte à toute information susceptible d'intéresser des collaborateurs de cabinet comptable. Donc la dimension de la bibliothèque numérique est nettement plus élevée et beaucoup plus volumineuse que celle du lexique documentaire que vous avez réalisé aussi bien pour le DEC UV2, aussi bien pour le DEC UV1, mais qu'en dehors de ces deux UV, vous avez une bibliothèque numérique qui est beaucoup plus large, même qui évoque des problèmes économiques que vous n'avez pas dans les différents examens. Vous l'avez peut-être à travers l'entretien que vous aurez avec le jury, qui peut essayer de tester, surtout pour l'IV6 qu'on reverra avec les DSCG, sur votre culture économique. Donc, retenez de cette première partie où j'ai rappelé ici, interpréter, donc c'était interpréter les données collectées. Là, la fréquence, c'est quotidien, vous avez des données collectées et le renvoi aux annexes, ben, c'est les annexes 1 éventuellement, plus l'annexe qu'on a remplie tout à l'heure avec l'annexe complémentaire dans le paragraphe C1, colonne 3, qui fait appel à la bibliothèque et que j'ai dicté à votre attention, aussi bien pour le DSCG que pour le DEC. Je vous rappelle que le mémoire DSCG doit être un mémoire qui fait appel à un sujet pratique que vous avez été amené à utiliser, voire tenter d'en améliorer l'usage. Il a une capacité mémoire nettement plus réduite que le DEC. Il fait 50 pages. J'aimerais faire une distinction entre les trois documents qui intéressent nos trois examens. Le DCG, c'est une sorte de stage de contemplation et c'est à vous, dans le rapport DCG, de trouver un point qui vous a particulièrement intéressé et sur lequel vous souhaitez développer à l'issue de ces 8 semaines de stage, je crois, ou 12, je n'ai plus en tête, mais quoi qu'il en soit, c'est une durée très limitée. Vous avez repéré un problème intéressant à l'ensemble de la profession. Vous n'avez rien apporté d'extraordinaire, vous avez simplement apporté une description de ce que vous avez vu. Donc, un rapport de stage DCG, c'est une description. Tandis qu'un rapport de DSCG, il a deux objectifs. Un rapport en partie descriptif sur le vécu
de cette période de 12 semaines que vous avez accomplie en entreprise. Et vous devez, et c'est là l'innovation par rapport au DCG, vous devez apporter votre griffe personnelle par un apport sur un point donné, apport qui concerne une situation que vous avez rencontrée et sur laquelle vous avez des propositions d'amélioration. Et c'est là où l'intérêt réside dans le DSCG. Mais on ne vous demande pas d'être aussi loquace qu'au mémoire du DEC, puisque au total, un mémoire professionnel digne de ce nom au DSCG, j'ai été longtemps en prise avec cet examen en tant que président de ma commission, ne doit pas excéder 50 pages à 60 pages maximum, avec des annexes qui peuvent être plus ou moins importantes, mais qui doivent servir les annexes pour l'examen officiel à compléter votre travail de mémoire, aussi bien pour le mémoire du DSCG que pour le mémoire du DEC. Mais là, on n'a pas de mémoire à faire, mais on a à démontrer au DSCG comme au DEC que tous les travaux que nous avons accomplis sont des travaux qui ont une dimension semblable aux mémoires. Et comment faire pour trouver cela? Alors, il y a plusieurs réflexions à mener pour les deux groupes. Quels sont les documents que je fais régulièrement qui symbolisent à la fois mon aisance écrite, c'est-à-dire l'aisance que je dois démontrer à savoir faire des notes de synthèse, à savoir faire des rapports, et bien d'autres choses, des lettres type que vous avez réalisées, etc. Donc, c'est toute la phase écriture dont vous êtes responsable qui doit être reflétée dans la première partie de l'UV3 ou de l'UV7 pour nos amis des SCJ. Et la deuxième partie que vous êtes en train de développer, c'est votre aisance verbale qui va être jugée à travers, bien sûr, la manière dont vous exposez ce référentiel et chaque référentiel. Alors, nous arrivons pour le DSCG à une deuxième rubrique qui est la présentation des documents techniques et professionnels. C'est ce qu'on appelle les écrits professionnels. Alors, le premier travail, c'est de connaître la typologie de toutes les possibilités d'écriture dans une entreprise DSCG ou DEC en toile de fond ces deux examens. On me demande de connaître la typologie des documents contenus, spécificité et finalité. Alors, on va mettre une annexe complémentaire pour nos amis des SCG, annexe qui a déjà été peut-être envisagée pour le mémoire du DEC, mais là, on va reprendre. Alors, on met simplement comme annexe, j'ai la responsabilité de la rédaction de nombreux documents pouvant servir notre cabinet. Je réalise pour les clients des rapports, virgule, des notes d'information publiées sur notre site, des notes de synthèse, Ensuite, je fais également des notes de lecture hebdomadaires sur les revues et livres qui correspondent à nos métiers. Ça, c'est toujours pour répondre à cette
annexe numéro un tel. Ensuite, je continue toujours cette annexe numéro un tel, comme je viens de le dire, dans laquelle je précise que je suis convié à préparer, des programmes de formation, pour mes équipiers, et également pour l'ensemble du cabinet. Ça veut dire que j'ai aussi un rôle important de poursuivre la formation, car mon leitmotiv personnel, c'est la formation tout au long de la vie. Je suis tout à fait en phase à dire que tous les jours, sans exception, nous apprenons quelque chose. C'est comme le bébé qui apprend à parler. Tous les jours, il accumule des mots nouveaux. On est quelquefois surpris à travers les écoutes qu'un bébé peut avoir quand il commence à parler un peu et à bien écouter les propos des adultes. Il apprend quelquefois plus de 100 mots par jour, un bébé, ce qui enrichit son vocabulaire. Je ne dis pas qu'arrivé à 20 ans, il connaît le dictionnaire, et il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le dictionnaire par cœur pour savoir définir tous les mots du dictionnaire. Mais on mesure le quotient et l'effort des jeunes élèves à travers le nombre de mots qu'ils ont pu accumuler dans leur enfance. Et plus le nombre de mots est important, plus bien sûr le jeune qui arrive dans ses premières études est à l'aise. C'est pour ça qu'on dit que le foyer familial a une très grande importance pour le destin de nos jeunes. Si vous êtes dans une famille, entre guillemets, où les parents ont une situation relativement intéressante, il est évident que les mots, les discussions à table avec ses parents sont beaucoup plus riches que les discussions, avec tout le respect que j'ai. Moi, j'étais fils d'ouvrier mineur, donc dans une famille où c'est l'ouvrier qui est, je dirais, le point d'accroche de l'actualité extérieure et le point d'accroche pour obliger l'enfant à multiplier les mots. Eh bien, inutile de vous dire que le nombre de mots que possède en son sein un ouvrier est bien souvent beaucoup moins important qu'un cadre supérieur ou une profession libérale importante qui permet aux parents de pouvoir dialoguer avec ses enfants avec une panoplie de mots nettement supérieure à celle du voisin qui est, par exemple, avec tout le respect que j'ai, éboueur. Pratiquer la communication professionnelle, écrite, lettre, compte-rendu, rapport, procès-verbal, note de synthèse, dossier de presse, brochure. Vous mettez fréquence, c'est forcément quotidienne, et à la fois vous pouvez marquer ponctuel pour des synthèses de données de presse, etc. On ne fait pas ça tous les jours, donc il y aurait dans la colonne 5 en haut de la colonne 5, c'était, je dirais, quotidien, et vers le bas, ce serait plus, je dirais, ponctuel, c'est-à-dire une fois de temps en temps. Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être divagué un peu et j'ai oublié de compléter j'ai oublié de compléter l'annexe que j'avais commencé à dicter pour le paragraphe 3 du deuxième item, c'est qui est présentation des documents, c'est-à-dire les écrits professionnels. Vous devez ajouter également comme document les procès-verbaux d'assemblée, si vous êtes en société, c'est vous qui avez une mainmise sur les procès-verbaux.
et aussi les différents éléments relatifs aux documents qu'on vient de voir. C'est le problème aussi du Conseil social et économique, auquel vous avez bien sûr la connaissance de la rédaction de cette réunion du Conseil économique et social, donc quelquefois en tant que représentant de la direction à ce Conseil, vous avez aussi quelquefois eu la charge du secrétariat. En principe, dans toutes les entreprises, on essaie d'avoir pour ces missions internes comme le Conseil économique un secrétariat tournant, c'est-à-dire un secrétariat par ordre alphabétique qui permet à l'ensemble du personnel d'être un jour dans un conseil économique et social, être un jour de faire votre compte-rendu. Pratiquer la communication professionnelle, écrite, compte-rendu, rapport, etc. Donc là, moi, je mettrai quotidien et je rappelle, je mettrai ponctuel vers le bas. En ce qui concerne le paragraphe troisième, qui correspond soit au profil d'expert comptable, soit au profil du DCG, organiser la recherche d'informations internes et à l'organisation ou sources externes avec les contraintes de pertinence, fiabilité, coût et délai. Donc là, on peut mettre comme fréquence soit hebdomadaire, soit ponctuelle. À vous de choisir. Nous remettons en annexe, dans le répertoire annexe, nous remettons l'annexe 1, nous remettons les deux dernières annexes dont les numéros dépendent chacune et chacun de votre travail préparatoire en annexe et qui confirment en renvoi à la colonne 9 les annexes qui seront nécessaires pour pouvoir réaliser cette partie d'études que nous avons parcourue. Nous arrivons toujours dans cette deuxième partie, présenter les moyens, nous arrivons à connaître les critères de sélection d'une source documentaire. Là, je confirme ce que j'ai déjà eu. Attention, je me suis trompé là. Alors, ouais, j'étais revenu sur, avec toutes mes excuses. Oh là là, j'étais revenu sur le paragraphe 1. Donc, je disais que le paragraphe 2, connaître les typologies, on l'a complété. On était en train de revoir la pratique de communication en disant qu'il y avait des missions quotidiennes pour certains et des missions ponctuelles pour d'autres. Et nous étions en train de pratiquer la communication écrite dans les fonctions d'encadrement qui sont les vôtres au niveau expertise ou au niveau des SCG et concevoir des supports de communication écrits. Donc là, c'est des travaux ponctuels. On ne fait ça pas tous les jours, on fait ça une fois de temps en temps pour refaire des modèles types de lettres, etc. Donc, au niveau des annexes du paragraphe 2.1, colonne 9, nous remettons l'annexe 1 qui a parlé de la documentation et nous remettons l'annexe qui a été décrite dans le paragraphe 3 de cette même rubrique de 1 dont le numéro sera ajouté par rapport à ma dictée, sera ajouté par vous-même par rapport aux annexes dont les numéros ont déjà été mis en œuvre. Nous arrivons pour cette rubrique de 1 à une partie qui se trouve au milieu, c'est-à-dire la colonne 4 et la colonne 5-6, classer et archiver des documents papier et numériques. Donc, moi, ce classement, je ne le ferai pas de manière ponctuelle ni périodique. Pour moi, ce classement doit être quotidien, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque jour, mes documents que j'ai pu utiliser doivent être rangés à l'endroit où ils étaient, ou de nouveaux documents doivent être rangés à l'endroit nécessaire. Pour expliquer cette volonté d'être organisé, parce que quand on est organisé, c'est incroyable le temps qu'on met pour l'organiser, mais une fois qu'on est organisé, le temps qu'on gagne, c'est inimaginable.
Et au niveau de la rubrique 6, au niveau de ce que je dois dire comme annexe, donc je répéterai l'annexe 1 et l'annexe qui a été élaborée, ou les annexes qui ont été élaborées, voici quelques minutes, et qui doivent trouver leur place dans la colonne 6, car on peut avoir plusieurs colonnes, plusieurs annexes répétitives au niveau d'une UV. C'est comme la dernière partie, organiser la gestion de la communication et des supports de communication. C'est la rubrique 5. Vous mettez comme fréquence, moi je mettrai ponctuelle, et dans la colonne 9, je remettrai les mêmes annexes que celles que j'ai mis dans la colonne précédente, qui était la colonne 6. Voilà pour le 2.1 de la partie 7, dont beaucoup de similitudes se retrouvent dans la partie référentielle UV3 du DEC. Nous arrivons à la présentation orale de documents. Oui, on a connaître les techniques orales et organisationnelles ou organisatives d'un exposé, d'une conférence ou d'une soutenance. Cette formation ou cette information, elle est ponctuelle, mais on n'a pas à remplir la fréquence, on doit remplir une annexe pour tenter de démontrer cette aisance verbale. Alors, je vais vous donner une notice qui a un numéro à déterminer et qui va être déterminante aussi pour valider cette partie d'exposé verbal. Alors, vous mettez, et ça sera à ajouter dans votre référentiel à travers toute la documentation dont vous avez eu un premier essai cette semaine, où je vous ai envoyé à tous mes groupes les webinaires du mois de mars. Je n'ai pas pu vous renvoyer, puisque je l'avais déjà envoyé, mais je le renverrai ultérieurement, les webinaires du mois de janvier 2023, février 2023, parce que l'ensemble des webinaires que j'ai tenté d'envoyer dans une même rubrique ne passait pas. On me disait qu'il y avait trop de dossiers. Le nombre de dossiers dans plusieurs 8 transferts ou gros fichiers est limité à 300. Quand vous avez plus de 300 fichiers à envoyer, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai dû décomposer l'envoi des webinaires. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans ces webinaires transmis, les amis, vous avez énormément de webinaires sur les techniques orales. C'est-à-dire que vous devez préciser les réponses que je vais vous formuler pour l'annexe correspondant au paragraphe 2.2, colonne 3. Je lis l'annexe, je la commente. Un futur expert comptable doit savoir bien communiquer. Bien communiquer. Bien, alors, je confirme. Je participe régulièrement. À des webinaires pour mieux communiquer, et prendre la parole en public, pour mieux communiquer et prendre la parole en public. Je n'hésite pas à répéter certaines interventions, je n'hésite pas à
répéter certaines interventions à des membres de ma famille, pour être efficace, le jour de mon intervention. On me demande de pratiquer la présentation orale d'un document ou d'un mémoire face à un auditeur. La fréquence, c'est ponctuel. Et l'annexe, c'est la même annexe que j'ai mis dans la colonne numéro 3 du paragraphe 2.2. C'est exactement la même que je viens de vous dicter et qui se met également avec l'annexe 1 et quelques annexes précédentes qu'on appelait X, Y, etc., que vous allez vous numéroter chez vous dans votre répertoire annexe, parce que vous allez avoir 3 répertoires, annexe, attestation et annexe webinaire vidéo. 3 répertoires qui vont être associés à votre référentiel. Vous avez la présentation orale d'un document, voilà, ça on l'a vu, c'est ponctuel. Au bout, on a pratiqué la présentation orale face à un auditoire susceptible de remettre en cause le contenu. Et ça, c'est quand même relativement important. Et là, on a donc mis ponctuel dans la colonne 5, on met ponctuel dans la colonne 8, et dans la colonne 6 et la colonne 9, on remet les mêmes annexes que celles que j'ai ajoutées dans la colonne 3 et les annexes 1, voire certaines annexes avec des X et Y que j'ai pu vous dicter tout à l'heure. Ensuite, on me demande si je fais des conférences ou des discours. Et c'est évident que la fréquence, c'est ponctuel. Je suis en train d'évoquer la colonne 5 du paragraphe 2.2. C'est donc ponctuel à la colonne 5. Faire des conférences, on ne fait pas ça tous les jours. Et vous mettez comme justificatif la même annexe que j'ai pu vous décrire pour le paragraphe 3, et vous mettez également les annexes 1 et d'autres annexes qui ont un rapport avec, je dirais, la prise de parole en public. Faire une conférence ou faire une intervention publique, c'est pas facile pour tout le monde. Et en conséquence, c'est une épreuve à préparer sérieusement. Parce que n'oubliez pas que les premières perceptions que peuvent avoir les personnes qui vous écoutent sont difficiles à éliminer par la suite. C'est ce qu'on appelle la première impression, et quelquefois on ne se trompe pas, puisque grâce au premier, mais à la fois ça peut être gênant pour celui qui est contrôlé ou celui qui parle, et ça peut être aussi gênant pour celui qui a écouté et il s'est donné une opinion sur cette personne. Et quelquefois, je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais quelquefois on peut se tromper sur l'avis sur une personne. Et vous savez que la première impression, elle dure longtemps pour pouvoir effacer cette première impression qui n'était pas, pour celui qui vient de s'exprimer, positive aux yeux de ses auditeurs. Le fait de ne pas être à l'aise pour un expert comptable, cadre comptable des SCG ou futur expert comptable, ça se mesure à travers votre propre présentation de votre examen, mais ça se mesure aussi à travers quelques échecs que vous n'avez pas à révéler, mais quelques échecs qui sont peut-être dus à votre maladresse, dus quelquefois à votre timidité, mais la timidité, ça se travaille. Ça se travaille. Parce que les gens qui sont amenés à vous écouter
sont des gens comme vous et moi. On a les mêmes besoins. On a un rôle, mais il ne faut pas apporter à ce rôle, en tant que candidat, trop d'importance. Il ne faut pas être familier avec le jury, mais essayer de donner à ce jury l'importance technique qu'il a, mais sur le plan personnalité, il faut vous dire que vous n'avez rien à craindre par rapport à ces gens-là. Par contre, nous arrivons à la pratique, pratiquer la profession, à la présentation orale, face à un auditoire susceptible de remettre en cause le contenu de votre, justement, de votre présentation orale. Donc, il est évident que la fréquence, elle est ponctuelle, on ne va pas faire ça tous les jours, et que les documents prévus à cet effet sont les mêmes documents qu'on a annexe 1, annexe numéro qui correspond au remplissage de la colonne 3, qui permet de mesurer dans les documents, la fréquence est toujours ponctuelle. Dans le paragraphe 9, on ajoute bien sûr que la pratique, on rappelle que les annexes qui ont été déterminantes, annexe 1, voire annexe 2, je n'ai plus en tête exactement, et ensuite vous avez l'annexe correspondant au remplissage des paragraphes 2.1 et 2.2 qui sont hyper importants pour rappeler ces annexes qui peuvent se retrouver à plusieurs endroits avec le même numéro dans plusieurs cases de cette UV numéro 7 ou a posteriori pour certains d'entre vous ou a priori pour certains d'entre vous le dossier référentiel UV3 du DEC. Donc là, nous avons plusieurs choses encore à voir dans le paragraphe 2.2, c'est mobiliser des supports numériques, vidéo, animation, etc. Donc là, c'est une mission qui peut être ponctuelle, on ne fait pas ça, on ne fait pas des discours tous les jours, mais sur le plan de l'annexe, on rappelle la volonté que vous avez dans l'annexe 1 d'avoir une documentation très appropriée et vous avez également dans l'annexe qui vient d'être remplie dans les colonnes précédentes de cette UV7 ou de cette UV3 comme vous voulez, vous avez à répéter les documents annexes que vous avez déjà pu remplir au niveau de cette UV7 et qui trouveront leur place également dans la colonne 9 de la rubrique 2.2, tout à droite de notre imprimé. Nous avons maintenant, et c'est là que nous sommes très forts, nous, les gars de Francis Tison DFT, nous sommes très forts, c'est la préparation de cette opération importante qui est la recherche en gestion. En effet, nous sommes des candidats hyper concentrés sur l'actualité présente et nous avons mis tout en œuvre pour être informés de toutes les nouveautés. On a donc la première partie, c'est la problématique et question de recherche. Appréhender la notion de problématique et la distinguer des sujets et des questions de recherche. Il faut faire un distinguo, et c'est là où le distinguo est important, entre le travail classique que vous avez et le travail très particulier de rédaction d'un mémoire. À travers ces questions qui sont développées dans cette partie de l'UV7
comme elles sont développées dans la partie de l'UV3, c'est justement pour tester vos compétences en la matière et votre aisance à. Alors, quand on dit, première grande approche, appréhender la notion de problématique et la distinguer du sujet et des questions de recherche. La remarque, c'est une annexe complémentaire que je vais déterminer. On va mettre le sujet suivant pour démontrer l'annexe. La problématique dans une phase de recherche, la problématique dans une phase de recherche rédactionnelle, dans une phase de recherche rédactionnelle, est fréquente. La problématique dans le cadre d'une recherche rédactionnelle est fréquente et doit se terminer par un point d'interrogation. Point. Cette problématique doit être capable de favoriser, l'orientation des recherches, doit être capable de favoriser l'orientation des recherches pour avoir une étude efficace et pédagogique. Pour avoir une étude efficace et pédagogique. La panoplie des apports, deux points, la panoplie des apports, deux petits points, scientifiques, techniques et professionnels, la panoplie des apports, deux points, scientifiques, virgule, techniques et professionnels est indispensable. Bien. Donc ça, c'était une nouvelle annexe que je propose pour mes amis DSCG qui pourrait être éventuellement reprise par nos amis du DEC. Savoir maintenant circonscrire un sujet, identifier une problématique et une ou des questions de recherche. La fréquence de ces différentes opérations est une fréquence quotidienne pour un cadre supérieur ou un cadre étant susceptible d'obtenir le DSCG par la validation de ces expériences qui doivent être permanentes, donc quotidiennes. Le paragraphe 6 se contente de rappeler l'annexe 1 et également l'annexe que nous venons d'écrire pour cette partie du paragraphe ligne 3. On a maintenant à choisir, à partir d'un thème de recherche, un sujet puis une problématique. Alors là, on va mettre ponctuel. Ponctuel. Et attention, là, je vais ajouter quelque chose qui est propre également au DEC VAE et DSCG VAE. J'ai lancé cette année 2023 l'idée
pour remplacer le mémoire qui avait été réalisé par plusieurs candidats du DEC VAE, 9 sur 15 avaient fait un mémoire, et au niveau du DSCG VAE, un candidat sur 3 avait fait un mémoire. Compte tenu du fait que les jurys par commission ont eu une approche favorable pour dire leur satisfaction d'avoir un mémoire au niveau du DEC VAE. Je n'ai eu aucun ressenti pour le DSCG, malheureusement, parce que ce DSCG n'a pas été jugé au même endroit sur le plan géographique, et malheureusement, par la division géographique, les décisions ont été très, très disparates. Et le candidat que j'accompagnais, qui avait un mémoire excellent, n'a même pas eu une remarque sur le mémoire qu'il présentait, avoué qu'avoir passé presque une centaine d'heures pour faire ce mémoire, cela est quand même très déprimant pour ce candidat valeureux qui jamais n'aurait dû être non validé par rapport à tout ce qu'il a fait. Je voudrais maintenant ajouter une autre annexe, et ça, c'est l'annexe qui va être déjà déterminante pour nos dossiers. En effet, je souhaiterais que tous mes candidats DSCG et DEC-VAE puissent faire découvrir au jury qu'ils n'ont pas attendu de passer leur examen pour le faire, mais que depuis au moins le début de la pandémie, ils ont lancé l'idée, votre cabinet ou votre entreprise, de créer ou de favoriser des études techniques sur des points précis qui intéressent l'ensemble des collaborateurs des cabinets. Alors, cette étude technique ne rivalise pas avec le mémoire, car elle n'a pas les mêmes exigences au niveau du plan proprement dit, ni les mêmes exigences au niveau du volume. Pour le DSCG, le volume intéressant d'une étude technique, c'est une trentaine de pages sur un point donné qui sert l'ensemble des collaborateurs. Par contre, pour les études techniques du DEC, l'objectif est le même, mais les exigences rédactionnelles sont plus élevées. Pour moi, c'est 50 pages pour une étude technique. Qu'est-ce que ça veut dire une étude technique? Il faut que le fait de mettre des études techniques ne soit pas compris par le jury comme un travail que vous vous êtes imposé ces jours derniers pour le présenter au jury. Non, il faut que le jury soit convaincu que l'étude technique n'a pas trouvé sa présence par l'alibi de l'examen que vous êtes en train de passer, mais c'est une décision qui a été prise par vous et confirmée par la direction d'aider votre rôle avec le DSCG ou avec le DEC mémoire. Votre rôle, c'est de favoriser l'information et la mise à jour d'informations sur des sujets importants. J'ai eu déjà des échos du DSCG qui m'a permis d'avoir des études techniques qui sont envisagées sur la RSE, une trentaine de pages, 50 pages pour nos amis du DEC-VAE, qui ont déjà des potentialités de rédaction, comme Edmond du Bénin, qui va faire l'étude technique de la conséquence de la RSE au Bénin. Et une étude technique n'est pas, je dirais entre guillemets, n'est pas marquée par le sceau du plagiat.
En effet, dans une étude technique que vous réalisez, vous pouvez incorporer, parce que l'étude technique, normalement, ce n'est pas fait pour un examen, ce n'est pas une épreuve d'examen proprement dit, c'est un élément d'information que vous communiquez parce que vous êtes amené à démontrer votre expérience professionnelle, et cette étude technique peut être source d'articles que vous avez trouvés. Les seules obligations pour ne pas être accusé de choses et d'autres, c'est de mettre l'origine de l'article dans la rédaction de cette étude technique. Donc, vous avez des études techniques hyper importantes. Je vous ai donné la RSE. Vous avez des études techniques sur l'épargne salariale. Vous avez des études techniques en France sur la loi Dutreil. Vous avez des études techniques sur le PER, un plan épargne retraite. Vous avez des études techniques sur la retraite des dirigeants d'entreprise. Vous avez des études techniques sur la mise en place d'une mini-consolidation dans un groupe qui n'est pas coté en bourse, mais qui veut quand même donner à ses propriétaires familiaux la richesse financière d'un groupe. Donc, on fait ce qu'on appelle une mini-consolidation. Vous avez une autre étude technique sur l'examen de conformité fiscale. Une autre étude technique, c'est la transformation du statut de l'entreprise individuelle pour laquelle, pour la première fois depuis que la fiscalité et la compta existent, une entreprise individuelle qui peut choisir l'IS. Comment justement une étude technique, sur quels critères vous allez conseiller une entreprise individuelle à passer à l'IS. Voilà une panoplie d'études techniques, mais vous savez les amis, si vous réfléchissez bien, comme il n'y a pas de plagiat visé par mon étude technique, rien n'empêche certains candidats qui cherchent une étude technique au niveau du DEC comme au niveau du DSCG de prendre lien avec des mémoires que vous avez actuellement dans le groupe DFT. Vous avez aussi des mémoires des années précédentes, en particulier 2022, où je peux vous donner la liste des mémoires et les noms des personnes. Et justement, à travers un mémoire, dans le but d'intéresser votre personnel, vous pouvez obtenir le mémoire de votre futur collègue ou confrère et en faire une étude technique de 30 pages pour le DSCG et en faire une étude technique de 50 pages pour le DEC-VAE, avec comme explication que depuis la pandémie, la direction de votre cabinet vous a demandé de régler un certain nombre de problèmes pointus pour l'ensemble des collaborateurs du cabinet dans une étude technique très appropriée pour une meilleure compréhension, une meilleure utilisation pour ne pas léser aucun de nos clients qui peut être intéressé par cette étude technique. Donc, nous sommes amenés à nous dire que l'étude technique sera utilisable de manière logique avec l'aide de documents, avec comme seule condition pour être en paix avec votre conscience et être en paix avec le jury, de citer le nom de la personne à qui vous avez puisé une partie de son travail, par exemple, soit dans un manuel, soit dans un mémoire qui a été trouvé sur Bibliothèque ou trouvé grâce à Francis à travers ses candidats des années précédentes et avec lesquels vous avez demandé l'autorisation d'avoir leur mémoire
et de pouvoir brosser, et c'est là où ça sera facile pour vous, DEC, VAE et DEC, DSCG, de trouver des thèmes. Rien qu'avec les thèmes que je vous ai fait parvenir de 2023, vous en avez 11 ou 12 de thèmes, il y a 11 ou 12 études techniques susceptibles d'être réalisées. Je répète, je tolère le plagiat, mais un plagiat non anonyme, parce qu'un plagiat anonyme, c'est une infraction. Un plagiat non anonyme, ce n'est plus une infraction. Et la volonté d'une étude technique, ce n'est pas d'apporter quelque chose de nouveau au jury, c'est simplement de dire que parmi les documents que je réalise régulièrement, je réalise des études techniques. Et si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, vous allez gagner un temps fou pour cette étude technique. Je reviens donc pour la partie 3 et la dernière partie de cette partie mémoire où il parle de recherche. Et nous arrivons maintenant à savoir communiquer ou circonscrire un sujet, identifier une problématique et des questions. Donc là, la fréquence est ponctuelle. Le document, c'est l'annexe que j'ai pu remplir pour le paragraphe 3 de la première partie de cette troisième partie qui s'appelle méthodologie de la recherche en gestion et dans laquelle vous rappelez également les annexes précédentes dans lesquelles vous citiez deux choses qui sont fondamentales pour répondre à cet exploit de recherche. C'est votre lexique documentaire justement réalisé pour les UV de l'examen que vous préparez et la bibliothèque numérique que vous avez mis en place dans votre cabinet pour faciliter la recherche de tous les collaborateurs du cabinet avec un élargissement de cette bibliothèque numérique nettement plus large que celui du lexique documentaire. Mais tous les deux ont un rôle moteur pour la recherche de l'information et la mise en place également par votre intermédiaire d'alertes sur différents sites. Alors, vous avez des alertes sur le site Google, mais vous pouvez mettre des alertes aussi sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert ce matin un moteur d'intelligence artificielle réalisé par Microsoft et il s'appelle Bing, B-I-N-G, Bing GPT, comme on dit, ça veut dire tout ça par intelligence artificielle. Ce matin, je me suis amusé sur ce nouveau site que j'ai pu tester ce matin. Je vous répète ce que j'ai fait ce matin sur ce nouveau site. Je lui ai demandé de m'expliquer comment un démembrement de propriété se faisait et il m'a fait une réponse dans les 5 minutes qui ont suivi. C'était un peu plus long que ChatGPT, mais il m'a fait une réponse détaillée que j'ai pu enregistrer, dans laquelle réponse il m'a rappelé le tableau selon l'âge de l'usufruitier entre la nue propriété et le usufruit. Ça a été très bien quand des parents donnent la nue propriété aux enfants, c'est forcément la nue propriété selon l'âge des parents qui est bien souvent la part la plus importante, mais vous conservez l'usufruit de vos maisons et au moment de votre décès, il n'y a aucun droit de succession à supporter. Nous arrivons donc à la troisième phase du remplissage, choisir à partir d'un thème de recherche un sujet, puis une problématique. Alors vous mettez fréquence et ponctuelle, et vous mettez une autre, c'est là où je vais aborder, une autre
partie. Vous mettez, je l'ai déjà peut-être dicté, je m'en souviens plus, et je parle tellement qu'à un moment donné, je dis ceci. Depuis la période pandémique 2020, je reprends peut-être, mais ce n'est pas grave, ça sera répété, vous choisirez la meilleure des deux. Depuis la période pandémique 2020, le cabinet a décidé de me confier, la recherche d'études techniques, susceptibles d'améliorer les ressources du cabinet en compétences, susceptibles d'améliorer les ressources du cabinet en compétences. Vous trouverez dans ce livret 2, et c'est là que je ne peux pas m'exprimer pour le groupe, vous trouverez dans ce livret 2 une étude technique sur, voilà, c'est à vous de remplir l'étude technique, et une autre étude technique sur. Moi, je souhaiterais que mes candidats VAE, à travers les petites astuces que j'ai pu vous donner voici quelques minutes, que vous me fassiez 2 études techniques de 50 pages avec des dates de rédaction. Vous mettez une date de rédaction, par exemple, le 15 mai 2020, une autre date de rédaction, attention, faites coller la date de rédaction par rapport à l'innovation du sujet, il ne faut pas qu'il y ait de décalage, et une date, par exemple, en 2021, et comme ça, on ne peut pas vous accuser d'avoir fait des études techniques dans le seul but de nourrir votre livret 2 pour un jury. Ce serait désagréable pour vous et vous auriez des remarques qui pourraient éventuellement vous porter préjudice. Continuons à développer la méthodologie de la recherche, connaître les grands types de recherche, descriptive, analytique, compilatoire ou exploratoire, etc., études pilotes, développement d'échelle. Vous rappelez l'UV1 dans laquelle vous avez parlé de toute votre documentation. Et vous rappelez les UV précédentes, les UV, je me suis trompé les amis, je ne parle plus d'UV, je parle d'annexe. Vous rappelez l'annexe 1 que vous avez écrite pour l'UV1, mais qui a un horizon qui couvre les 7 UV. Vous rappelez donc l'ensemble de l'UV de l'annexe 1. Éventuellement, vous rappelez les 3-4 annexes qu'on vient de citer pour remplir les obligations de recherche nécessitées par la méthodologie de recherche. Donc, vous avez eu plusieurs annexes tout à fait récentes qui ont pu éventuellement vous permettre d'aller plus loin. Vous avez choisir maintenant un type de recherche adapté à sa problématique. Donc là, vous mettez fréquence ponctuelle et vous mettez dans la partie 5 où vous devez noter vos annexes ou attestations. N'oubliez pas que je n'ai pas parlé d'attestation dans la mesure où, selon le modèle que Sébastien vous a fait parvenir, il y a des attestations avec des numéros dans les répertoires annexes, répertoire attestation, répertoire webinaire. Chacun de ces différents éléments de répertoire aura un numéro et les attestations que vous avez obtenues de vos patrons peuvent se retrouver à plusieurs endroits dans votre référentiel UV1, UV2, UV3, UV4, etc., etc. Ça permet au jury d'être clair. Il a son livret 2 pour analyser toutes les parties référentielles de l'UV et il va chercher les annexes et attestations qui confortent votre expérience. Et ça, mon idée de ces répertoires est vraiment une idée qui est marquante
pour l'ensemble de mes candidats VAE. Vous avez donc ponctuel et vous pouvez ajouter une annexe complémentaire, volontairement, je la fais qu'à ce niveau-là. Vous mettez annexe numéro Tartampion, c'est l'apport que j'appelle cette annexe, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. L'apport de l'intelligence artificielle. Et vous notez, en dehors de chat GPT, chat comme chat, comme chat, C-H-A-T, et plus loin, GPT en majuscule, d'autres moteurs sont arrivés, comme le moteur Bing, B-I-N-G, qui nous permettent d'améliorer le champ de nos recherches, qui nous permet d'améliorer le champ et la rapidité, de nos recherches. Le champ et la rapidité de nos recherches. Alors, je dirais, pour la dernière partie du paragraphe qui dit mettre en œuvre une méthodologie de recherche, vous mettez ponctuel et vous remettez toutes les 5, la première, vous remettez l'annexe 1 et vous remettez les 5 dernières annexes, je dis bien les 5 dernières annexes qui ont été numérotées selon votre organisation et qui doivent se retrouver dans le paragraphe 9 de cette méthodologie de recherche. Nous arrivons maintenant à connaître les démarches de recherche en sciences de gestion, recherche terrain, recherche action, recherche intervention, recherche ethnographique, étude de cas, enquête, typologie des enquêtes, élaboration des administrations, utilisation, échantillons, etc. Alors là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous remettez l'annexe 1 qui symbolise votre cœur de recherche et vous ajoutez les 5 dernières annexes que nous avons réalisées depuis tout à l'heure. Les 5 dernières annexes que nous avons réalisées depuis tout à l'heure. Ensuite, nous avons choisi une démarche de recherche adaptée à sa problématique. Ça, c'est ponctuel. Et 6, vous n'hésitez pas à remettre l'annexe 1 et les 5 dernières annexes numérotées, les 5 derniers numéros d'annexes que vous avez pu remplir. Nous arrivons à la dernière partie proprement dite de cette UV7, c'est distinguer de la permanence des méthodes et des limites inhérentes aux spécifiques, de l'éthique à l'intégrité scientifique. On l'a déjà tout développé. Vous mettez ça, c'est ponctuel. Et dans le paragraphe 9, vous remettez annexe 1 et les 5 dernières annexes. Dans le cadre, être capable de présenter les résultats, de discuter de leur pertinence et de leur représentativité, c'est ponctuel. Et vous remettez le paragraphe 9, vous remettez, les annexes 1 et les 5 dernières annexes qui ont été créées lors du remplissage de cette UV7. Commentaire du candidat en cas de besoin pour apporter des précisions. Alors, vous allez donc commenter à ma manière, de partie commune, cet commentaire final que je présente à cette occasion. Vous mettez par le remplissage de ce référentiel UV7, par le remplissage de ce référentiel UV7 ou entre parenthèses UV3 pour nos amis DEC, DAE, par le remplissage de cette UV7 ou de l'UV3,
l'ajout des répertoires annexes, attestations et webinaires doivent pouvoir permettre au lecteur, de juger de la qualité de mon expérience professionnelle. Point. À la ligne. Par l'ensemble des responsabilités, et la diversité de mes activités, je pense avoir rempli une grande partie des exigences du mémoire. La communication de mes études techniques professionnelles, dans le souci d'informer et de former, mes équipiers et l'ensemble du personnel de mon cabinet ou de mon entreprise, de l'entreprise et du cabinet, me semble d'une richesse constructive, pouvant rivaliser avec le mémoire. Voilà, les amis du DSCG UV7, voilà les amis du DEC UV3, cette petite intervention de ma part qui ne fait que compléter l'ensemble des rencontres que vous avez, les DEC VAE, avec Fanette et Claude ou avec moi,
et me renforce dans l'idée qu'il faut éviter de mettre des documents dans votre livret 2 pour avoir l'impression qu'on n'a rien oublié, comme les déontologies, les NEP, les NEP, les NP, les notes d'information. Ce sont des documents qui sont censés être à la disposition déjà dans leur fonction du jury, et on n'a pas à alourdir le livret 2 d'informations qui sont consultables par tous avec l'information que vous communiquez, soit le lien pour les obtenir, soit l'adresse exacte pour aller dessus, ou un lien hypertexte, mais en aucun cas vous devez alourdir votre livret 2 de documents que tout examinateur est forcément en possession. Et certains, l'an dernier, ont eu ces remarques que j'ai retenues d'une manière très impérative pour éviter de vous faire faire des erreurs. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une très belle journée et remercier les personnes qui ont bien voulu assister à cette rencontre. Je n'ai pas posé de questions aux uns et aux autres. J'ai simulé éventuellement mes questions, mes réponses, et je tenais à vous dire merci pour votre présence. Merci également de m'écouter pour ceux qui m'écouteront avec un décalage, mais surtout, je pense que cette partie que je viens d'élaborer a une très grande importance pour la réalisation de votre livret 2. Et je vous souhaite donc une bonne écoute et de garder précieusement ce moment que je viens d'établir pour vous, amis de la